Un podcast Binge Audio. On a été élevé dans l'égalité des sexes et on n'aurait jamais pu imaginer que ce soit autrement. Donc quand un homme de mon âge se rend compte qu'il arrive devant la justice et qu'il n'a pas droit à son enfant, tout simplement, parce que 85% des gardes sont accordés aux mères, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Je me souviens de ces reportages télévisés en 2013 sur ces pères divorcés, perchés en haut de grues, qui pleuraient parce qu'ils étaient, disaient-ils, privés de leurs enfants. Ça a servi simplement à être solidaire et à dire qu'on était là pour aimer nos enfants. Et je me souviens que je les trouvais touchants, que je croyais ce qu'ils disaient, qu'ils étaient victimes de discrimination, d'injustice, que le féminisme était allé trop loin, que la justice était matriarcale. Je crois que j'avais été tellement marquée par des histoires autour de moi de pères absents, de pères négligents qui se désintéressaient du sort de leurs enfants, que j'étais toute prête à les croire, ces pères apparemment très investis, qui réclamaient à corps et à cri de voir leurs enfants. Et puis on a découvert qu'en fait, ces pères avaient été condamnés pour violence conjugale ou maltraitance infantile ou bien enlèvement d'enfants. Régulièrement, depuis, pourtant, la parole des membres des associations dites de défense des pères est recueillie dans les médias. Il y a quelques semaines encore, par exemple, dans le média Combini, qui fait des vidéos très regardées sur les réseaux sociaux, sans que leurs paroles soient remises en doute ou en question. Certaines de ces associations revendiquent des centaines d'adhérents, d'autres une dizaine. Elles s'appellent par exemple SOS Papa, Urgence Papa, L'Amour Parfait, Les Papas égale les mamans, Justice Papa, etc. Elles organisent des manifestations, sont parfois reçues dans les ministères et tiennent dans de nombreuses villes françaises des permanences avec des militants qui dispensent leurs conseils aux pères en conflit avec Madame, comme ils disent. Mon invité est sociologue, il s'appelle Édouard Leport et il a consacré plusieurs années de sa vie à étudier ces groupes, un travail dont il a tiré une thèse passionnante, intitulée « Quand les pères montent la garde, discours, pratiques et conscience de domination dans les mobilisations collectives de pères séparés ». Son constat est clair, ces associations ont toujours un fond masculiniste, c'est-à-dire antiféministe. En fait, ils se servent de la figure du bon père de famille pour réaffirmer la suprématie du pouvoir masculin. Il va nous expliquer pourquoi et comment. Mais d'abord, je lui demande de nous expliquer pourquoi le sujet est important. En fait, quelle est l'influence et le pouvoir réel de ces associations dans notre société ? Alors, c'est une question assez intéressante et les deux aspects sont vrais. C'est-à-dire que c'est assez peu d'associations qui sont animées par assez peu de militants, des nombres effectivement quelques dizaines simultanément. Et en même temps, du coup, on pourrait se dire que c'est des associations qui ont assez peu d'impact, qui ont une action limitée. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de mon sujet, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler, etc. Et pourtant, c'est des associations qui déjà existent depuis les années 70 en France, et donc qui ont une action de long terme, et qui interviennent notamment dans toutes les commissions parlementaires, par exemple, tous les travaux parlementaires où il y a des experts, des personnes issues de la société civile, etc., qui sont invités. Des commissions qui touchent de près ou de loin à l'élaboration d'une loi sur la parentalité. Ouais, en fait, toutes les lois qui touchent de près ou de loin à la parentalité, le divorce, la filiation. La famille. Voilà, la famille en général, quoi. Okay. Toutes les questions qui sont en lien avec la famille en général. Il y a dans les commissions parlementaires, dans les travaux de préparation des textes de loi, au moins un représentant d'une association de droit masculiniste ou du droit des pères dans ces processus-là, est souvent justifié au nom de on reçoit des associations féministes et donc il faut qu'on reçoive aussi un peu le pendant, l'autre côté, l'autre plateau de la balance. Donc il faut qu'on entende, qu'on auditionne des représentants d'associations pour le droit des pères. Et vous avez dit donc des associations féministes et des associations masculinistes, mais la plupart de ces associations, elles se présentent comme des associations neutres. Elles vont dire, nous, on est contre le sexisme, on est pour l'égalité, même il y a des assos qui disent qu'elles sont pro-féministes. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, quand je tombe sur leur site internet, que je lis leurs argumentaires au début et tout, des gens qui se présentent comme étant contre le sexisme, réfléchissant à l'égalité homme-femme, ça paraît très bien, non ?
Ah ouais, tout à fait, ça paraît très bien. Si c'était le cas, ce serait idéal. Ces associations pour le droit des pères s'inscrivent dans le mouvement masculiniste. Alors il faut savoir que l'appellation, le mot masculinisme, c'est un mot qui a été principalement défini et qui est principalement utilisé par la recherche et le militantisme féministe. Et donc c'est un mot qui est connoté négativement. Il y a quelques individus sur Internet qui se revendiquent du masculinisme, mais en général c'est une étiquette que les associations et les militants cherchent à fuir. Et du coup, bon, il crée différentes appellations. Pro-égalité. Voilà, ouais, égalitaire, humaniste ou féministe. Ou hoministe. Hoministe aussi, ouais, c'est une tentative de production d'un terme spécifique. On va revenir après sur la façon dont ces associations imaginent le monde et les rapports entre les hommes et les femmes, la façon dont ils se représentent leur place dans la société, par exemple sur le fait qu'ils s'estiment victimes de grandes discriminations, avec des discours qui disent que le féminisme est allé trop loin, que l'égalité est déjà là, que maintenant les femmes ont tous les pouvoirs, elles ont pris le pouvoir sur les hommes, que ce sont les hommes qui sont victimes de discrimination et tout. On va revenir plus tard dans l'entretien là-dessus. Mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est les arguments qu'ils déploient et qui sont un peu passés comme ça dans notre culture, où en fait, si on n'est pas vigilant, on a l'impression que c'est plutôt vrai. Alors, je propose qu'on passe en revue ces arguments et qu'on voit ce qu'il en est. Par exemple, il y a quelque chose qu'il répète sans arrêt, c'est que la justice française est injuste vis-à-vis des pères, vis-à-vis des hommes, et que la preuve en est que lors des procédures de séparation et de divorce, quand il y a des enfants, eh bien, c'est complètement injuste parce que les juges les confient systématiquement à la mère. Et donc, leur argument, c'est qu'ils sont privés, que les pères dans ce pays seraient complètement privés de leurs enfants en cas de séparation et de divorce. Est-ce que c'est vrai ? Alors non, ça c'est... En fait, si c'est vrai, dans le sens où effectivement, la majorité des enfants en France dont les parents se séparent ou divorcent ont ce qu'on appelle, dans les termes juridiques, etc., la résidence principale qui est fixée chez la mère et en général un droit de visite et d'hébergement, donc ce qu'on appelait avant la garde. Qui est confié quelques jours au père. père, en général un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et donc ça c'est vrai que à l'issue de toutes les procédures de divorce ou de séparation impliquant des enfants, il y a 71% des cas dans lesquels la résidence principale des enfants est fixée, enfin du ou des enfants, est fixée chez la mère. Et un droit de visite et d'hébergement accordé au père. Et il y a 17% des cas, selon les derniers chiffres disponibles, environ 17% des cas dans lesquels il y a une résidence alternée qui est mise en place. Et donc il reste 10 ou 12% des cas où la résidence principale est fixée chez le père. Donc ça, c'est vrai, c'est un fait. La majorité des enfants sont confiés à leur mère. Cependant, ce que disent pas les associations masculinistes, qui s'arrêtent à ce constat-là en général, c'est que, en fait, dans l'immense majorité des cas, des divorces et séparations qui impliquent des enfants, donc c'est-à-dire dans 80% des cas, il y a un accord entre les parents. Avant même de passer devant le juge. Avant même de passer devant le juge. Et le juge ou la juge aux affaires familiales ne fait qu'entériner l'accord entre les parents. Ça, c'est la majorité des cas. Ensuite, dans les 20% qui restent de l'ensemble de ces cas-là... Où les parents ne sont pas d'accord entre eux. Les parents ne sont pas d'accord entre eux sur au moins un point. Et ces points de désaccord, dans 3/4 des situations, ça porte sur la pension alimentaire. Pour une moitié d'entre elles, c'est sur le droit de visite et d'hébergement d'un des parents, donc le plus souvent le père. Et pour vraiment une petite partie d'entre elles, c'est sur la résidence des enfants. Donc les conflits sur la résidence des enfants sont en fait vraiment une toute minorité. Petite partie des conflits en fait. Ouais, des situations dans lesquelles il y a des parents qui divorcent ou se séparent. Et donc sur lesquels il faut prendre une décision sur la résidence des enfants. Mais est-ce que ça veut dire que les demandes des pères, en général, leur volonté, elle est prise en compte de la part des juges ? Eh bien oui, parce qu'en fait, s'il y a en majorité accord entre les deux parents sur la résidence des enfants, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, les pères, soit ils sont d'accord, ils ont passé un accord avec leur ex-conjointe avant de passer devant le juge, soit ils n'ont pas formulé de souhait sur cette question-là. Et donc, en fait, leurs revendications, enfin leurs envies, leurs attentes, elles sont prises en compte dans ces décisions-là. Il y a un rapport qui a été... une étude qui a été menée au nom du ministère de la Justice, et donc il y a un rapport qui est sorti de cette étude en 2013, c'est les derniers chiffres dont on dispose aujourd'hui, et qui portait sur des milliers de décisions aux affaires familiales. Une des conclusions importantes de ce rapport-là, c'est que sur l'ensemble des demandes des pères,
formulées par des pères, à l'issue de toutes ces procédures-là, il y en a 93% qui étaient satisfaites. Et sur l'ensemble des demandes formulées par les mères, à l'issue de l'ensemble des procédures, il y en a 96% qui étaient satisfaites. Donc, en très grande majorité, tout le monde obtient satisfaction à l'issue de l'ensemble des procédures de la justice aux affaires familiales. Mais eux, ces associations-là, elles vont dire que oui, mais en fait, d'abord, il faudrait prendre en compte les 7% des demandes de pères qui ne sont pas satisfaites. Et puis, ils ont un argument qui est encore plus retors. Ils vont dire oui, d'accord, peut-être que les pères ne formulent pas de demande ou a priori sont d'accord, mais en réalité, ils sont tellement écrabouillés par les femmes, ils sont tellement sûrs de ne pas obtenir la garde des enfants qu'ils ne la demandent même pas. Ouais, tout à fait. En l'occurrence, concrètement, la possibilité existe et donc ils choisissent de ne pas faire cette demande-là. Or, ça ne leur coûterait pas forcément grand-chose de la formuler, au risque qu'elle ne soit pas satisfaite, mais au moins la formuler, c'est une possibilité qui est complètement offerte à toutes les personnes qui passent devant la justice aux affaires familiales. Et qui ne coûte pas plus cher. Et qui implique aucun coût financier supplémentaire, etc. Ça fait vraiment partie de la procédure. Et donc, là, on voit apparaître quelque chose sur lequel je pense qu'on reviendra peut-être plus en détail après, c'est la déresponsabilisation totale des hommes et la construction d'une position complètement passive et qui subit tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc voilà, c'est l'idée que, oui, les hommes... donc d'abord, ils avancent l'argument que... on ne donne pas la garde alternée, la résidence alternée aux pères et que c'est un scandale. Quand on leur répond que oui, mais les pères ne la demandent pas, ils avancent l'argument que, certes, ils ne la demandent pas, mais c'est parce que la société est contre eux et les décourage avant même d'arriver devant la justice, etc. Et donc, en gros, ça dessine une image des hommes et des pères en particulier qui n'ont aucun pouvoir d'agir, n'ont aucune ressource, ne peuvent que subir les forces que fait peser sur eux la société, que font peser sur eux les femmes, les féministes, les mères, etc. Autre argument qu'ils utilisent beaucoup, c'est de dire, comme les juges aux affaires familiales sont la plupart du temps des femmes, elles sont favorables aux femmes, et donc elles vont nous saquer, et donc elles vont ne pas suivre nos souhaits, et donc on ne va pas être écoutés. Et en fait, c'est une justice misandre, donc qui déteste les hommes. C'est une justice pro-féministe et favorable aux femmes. Alors ça, on a des chiffres là-dessus. Le collectif 11, qui est un collectif de sociologues, a fait une enquête très approfondie sur la justice aux affaires familiales, comment ça fonctionne, comment se passe le travail concret quotidien dans cette partie de la justice. Et ce collectif a montré qu'il n'y a aucune différence de sévérité, de montant de pension, d'établissement de la résidence alternée ou de définition de la garde du père, etc., selon le sexe des juges. En fait, le sexe des juges n'influe pas sur la nature des décisions qui sont rendues. Une autre chose qu'ils vont encore dire, c'est on nous accuse de ne pas payer les pensions alimentaires. On accuse les pères d'être des mauvais payeurs, de ne pas payer les pensions alimentaires, mais on ne dit jamais que souvent les mères ne présentent pas les enfants, ne laissent pas le père voir les enfants. Eux, ce qu'ils appellent donc la non-représentation d'enfants. Et en fait, c'est tout aussi grave, ça arrive beaucoup plus souvent, sauf que les mères sont jamais punies quand elles ne présentent pas les enfants au père. Alors, il n'existe pas vraiment de chiffres à propos des non-représentations d'enfants, en partie parce que y a assez peu de plaintes qui sont déposées et aussi en partie parce que quand les gens essaient de porter plainte, donc en général des hommes essayent de porter plainte là-dessus, la police n'a pas envie d'en faire une plainte et donc requalifie en main courante. Mais ça, c'est un des aspects, mais l'aspect principal, c'est qu'effectivement, comparé aux impayés de pension, c'est des situations qui sont très très rares. Parce que les impayés de pension sont des situations qui sont plutôt répandues, qui existent de façon assez importante et suffisamment importante notamment pour que les gouvernements prennent des mesures à ce sujet. Et notamment, la décision qui a été prise par le gouvernement de mettre en place une agence de recouvrement des pensions alimentaires non payées et de faire intervenir la CAF dans le paiement des pensions non reçues aux personnes qui en ont besoin, donc en immense majorité des femmes, ça montre qu'il y a un problème structurel, un problème important et très répandu d'impayés de pension. Par ailleurs, le nombre de personnes, donc encore une fois en grande majorité des femmes, le nombre de femmes donc, qui portent plainte ou intentent des actions pour recouvrement de pensions impayées est très limité.
c'est vraiment, je ne sais plus exactement, mais c'est de l'ordre de 8 ou 10%, il me semble, sur l'ensemble des personnes qui reçoivent des pensions alimentaires. Donc c'est assez faible, et sur l'ensemble de ces actions intentées, toutes n'aboutissent pas. Donc c'est pas non plus un raz-de-marée de plaintes pour impayés de pensions alimentaires qui pleut sur les pauvres pères qui sont complètement démunis. Moi, j'étais fascinée par la lecture de votre thèse. C'est que, comme vous avez passé plusieurs années à analyser leurs discours, à les écouter, à les fréquenter, à vous poser des questions sincères sur eux, vous n'y alliez pas de façon hostile, vous cherchiez à comprendre, en fait, leur vision du monde, comment ils agissent, pourquoi est-ce qu'ils consacrent autant de temps, autant d'énergie à ces questions-là. C'est de ça dont on va discuter, là. C'est la représentation qu'ils ont du monde et des rapports entre les hommes et les femmes. Eux, ils disent qu'ils défendent la coparentalité. Le fait que les deux parents s'occupent à égalité des enfants, qu'un enfant a le droit à ses deux parents, que c'est de la responsabilité des pères aussi de s'occuper des enfants. Et ça, je veux dire, c'est un discours qui ressemble à un discours féministe, en fait, où on dit il est temps que les pères s'occupent de leurs enfants, que les responsabilités soient partagées, que la prise en charge soit partagée. Donc c'est ça qui est troublant, c'est qu'ils utilisent quasiment les mêmes mots, en fait, que les féministes. Mais vous dites il faut se méfier de cette histoire de coparentalité. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent, en fait, par coparentalité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il est nécessaire de critiquer ce mot-là, parce que c'est quelque chose qui repose fondamentalement sur de l'essentialisme et donc sur une pensée d'une nature différente entre les hommes et les femmes et donc une nature forcément différente entre les pères et les mères qui, nécessairement, c'est naturel, apporterait des choses différentes aux enfants. Et donc... Pas parce qu'ils sont deux, mais parce qu'ils sont hommes et femmes. Tout à fait. Et que c'est ça qui compte pour un enfant. Ouais, exactement. Exactement. L'important, c'est pas qu'il y ait plusieurs adultes référents autour, qu'il y ait une pluralité de points de vue, d'apports, etc., de bienveillance, de prise en charge des besoins physiologiques de l'enfant, etc. L'important, c'est qu'il y ait un père, une mère, un homme, une femme autour de l'enfant, de préférence dans le cadre de la filiation biologique et de la famille hétérosexuelle, etc. Et donc, coparentalité, en fait, ça implique forcément une vision essentialiste, parce que sinon, on peut tout aussi bien parler du phénomène de la parentalité. Et la parentalité, elle peut être prise en charge par des hommes et des femmes. Et donc, il n'y a pas besoin de rajouter des catégories, et il n'y a pas besoin de rajouter un mot supplémentaire comme coparentalité. Ce mot-là, il est beaucoup mobilisé dans une espèce de perspective égalitaire, mais qui, du coup, ne prend pas en compte les rapports sociaux, les rapports de domination, etc., les inégalités entre les catégories, donc entre hommes et femmes, et dit que, simplement, voilà, il faut qu'il y ait de la paternité et de la maternité, précisément, et pas de la parentalité faite par deux adultes différents. L'utilisation qui est faite par les associations pour le droit des pères du terme de coparentalité renvoie aussi à toute leur vision du monde, et... de fait, ils s'emparent de ce terme-là et de leurs revendications de résidence alternée, de droit de visite et d'hébergement élargi, etc., de façon principalement stratégique. Et moi, ce que j'ai trouvé, du coup, les résultats de mon étude, après avoir fait des entretiens, des observations, etc., épluché toute leur littérature, tout ça, c'est qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un temps de responsabilité légale de leurs enfants au moins aussi grand que celui de leur ex-conjointe. Donc, c'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est la résidence alternée. Mais ce qui les intéresse, c'est en gros de gagner une procédure aux affaires familiales, et ce qui revient du coup, dans leur point de vue, à ne pas laisser la mère obtenir satisfaction à toutes ses demandes. Pourquoi je parle de responsabilité légale ? C'est qu'en fait, quand j'ai étudié la nature des conseils donnés par les militants aux pères qui viennent, qui sont en situation de séparation ou divorce, qui sont un peu perdus et qui viennent s'adresser aux associations, ce qui ressort, c'est que les conseils qui sont donnés sont stratégiques. Bon, ce qui pourrait être normal dans une association qui conseille des gens pendant ou avant une procédure judiciaire. Voilà, il y a un aspect stratégique, ça, c'est normal. Sauf que la nature de cette stratégie, elle est vraiment problématique du point de vue des rapports sociaux de sexe. Et il y a bien des pères qui aimeraient passer plus de temps avec leurs enfants. Ah bah oui, sans doute. Sauf que, si on remet en perspective avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur la justice aux affaires familiales, en fait, les pères qui veulent passer plus de temps avec leurs enfants,
quand ils le demandent avant ou pendant la procédure, en général, ils l'obtiennent. Mais donc, si ces assos, si l'enjeu, c'est pas de vraiment passer plus de temps avec les enfants, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, en général, c'est de maintenir la domination masculine et les rapports sociaux de sexe tels qu'ils sont, c'est-à-dire l'oppression patriarcale et les bénéfices qu'en retirent les hommes en tant que groupe et individuellement. Donc ça, c'est l'enjeu global. Et plus spécifiquement sur la question du droit des pères, de la résidence alternée, etc., ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire des choix et ne pas être contraint dans ces choix-là, et que les demandes, les choix de leur ex-conjointe soient pris en compte que dans la mesure où eux l'acceptent. C'est-à-dire, par exemple ? C'est-à-dire qu'une des revendications principales du mouvement, c'est l'établissement de la résidence alternée par défaut. Quand il y a une séparation, un divorce et qu'il y a des enfants, eux, ce qu'ils demandent, c'est que la résidence alternée soit établie par défaut. Mais là, on peut se dire, a priori, comme féministe, super idée, très bien. Comme ça, la charge des enfants ne revient pas principalement à la mère, comme ça, elle peut souffler la moitié du temps. Super. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, après, ça pose des problèmes de mise en place et tout, parce que du coup, ça implique qu'aucun des deux conjoints ne déménage trop loin, etc. Bon, des problèmes très concrets sur de mise en place de la résidence alternée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette revendication de mise en place par défaut de la résidence alternée s'accompagne toujours, alors pas toujours explicitement, mais dans les discussions, dans les propos qui sont tenus pendant les permanences ou moi que j'ai reçus dans les entretiens, etc., ça s'accompagne toujours avec la revendication que un des deux parents, comme c'est toujours, ils utilisent beaucoup ce langage neutre en termes de un des deux parents, etc. Et donc là, la revendication, c'est que la résidence alternée soit établie par défaut, mais qu'il y ait toujours la possibilité pour un des parents de la refuser au motif qu'il ne se sent pas capable de l'assumer ou de la prendre en charge. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils se ménagent la possibilité d'imposer la résidence alternée à leur ex-conjointe, parce que il faut des justifications, dans leur souhait, il faudrait des justifications très poussées, très précises pour refuser la résidence alternée, etc., pour l'autre conjoint. Mais par contre, un des deux parents peut dire « Ah non, mais en fait, moi, je me sens pas apte à assumer la résidence alternée, donc on peut pas me l'imposer. » Et donc, concrètement, quand on regarde la situation actuelle, les femmes prennent en charge en très grande majorité le travail domestique et parental, dans les couples unis comme dans les couples séparés. Et donc, les mères qui ont fait ça, qui ont déjà cette expérience-là, il y a quand même très peu de chances qu'elles se déclarent inaptes à prendre en charge leurs enfants dans le cadre d'une résidence alternée. Les pères, par contre, peuvent tout à fait se déclarer inaptes et donc ne pas se faire imposer la résidence alternée. Et donc, ce qui se passe là, c'est qu'ils se ménagent la possibilité d'imposer la résidence alternée s'ils le souhaitent, mais que ce soit pas possible de leur imposer à eux. Et en fait, c'est ça le cœur du positionnement masculiniste, c'est de faire en sorte que la liberté de choix soit la plus étendue possible et que la liberté d'action soit la plus étendue possible pour les hommes, au détriment des femmes, évidemment. Voilà, c'est vraiment la logique qui est au cœur de ce militantisme-là. Je voudrais qu'on revienne sur, parce que c'est une question qui traverse toute la série là sur la paternité, c'est le lien entre le fait d'être un homme et les enfants, et le rapport aux enfants. Mmh. Comment ces associations utilisent la figure de l'enfant? Comment est-ce qu'ils voient l'enfance et les enfants? Il y a très peu en tout cas moi dans ce que j'ai vu et entendu, il y a très peu de discours sur les rapports adulte-enfant, l'enfance en général, et encore moins sur la prise en charge des enfants, l'éducation, le soin aux enfants, etc. Ça, c'est vraiment pas leur sujet. Non, c'est des choses qui sont complètement absentes de... Comment on a une belle relation avec ses enfants, et toi, qu'est-ce que tu fais avec eux, où est-ce que tu les emmènes, et le tien, il va comment, et ils ne parlent pas de leurs enfants, en fait. Non, dans les permanences auxquelles j'ai assisté, c'est jamais apparu. Et non plus d'ailleurs dans les discussions informelles et dans les entretiens. Alors moi, je leur posais des questions dans les entretiens sur leur relation avec leurs enfants, etc. Donc j'ai eu un peu d'éléments, mais c'est pas l'objet de ce militantisme-là.
En revanche, ce qui est l'objet de ce militantisme-là, c'est un rapport vraiment stratégique et instrumental aux enfants. Et notamment, les noms des associations illustrent ça assez bien. Toutes les associations du mouvement en France, quasiment toutes, ont soit un nom, soit des slogans qui font parler des enfants. Et donc, par exemple, je sais pas, les plus connus, SOS Papa, les papas égale les mamans, celui-là est peut-être un peu plus extérieur, mais on a le droit à nos 2 parents, etc. Les locuteurs sont toujours des enfants. Un autre aspect assez intéressant là-dessus, c'est que dans le droit français, la justice aux affaires familiales, il est possible d'auditionner pour les juges des enfants à partir du moment où on considère qu'ils sont, alors je ne sais plus les termes exacts, mais en gros doués de raisonnement, etc. Donc en général, c'est entre 8 et 12 ans, on peut auditionner des enfants. Et les positions des associations sont très variables par rapport à ça, selon que les enfants ont envie de voir leur père ou n'ont pas envie de voir leur père. C'est-à-dire qu'on va dire un enfant qui a envie de voir son père, là c'est bon, on accepte sa parole. Même c'est scandaleux qu'on ne l'écoute pas. Un enfant qui n'a pas envie de voir son père. Il est manipulé par sa mère, ou alors il est trop jeune, c'est un caprice, ou c'est un ado, c'est un caprice d'ado. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas en tenir compte. Il y a une scène que vous racontez dans votre thèse, qui est issue de l'une de vos observations, c'est que par exemple dans les permanences, ils sont vraiment pas du tout d'accord avec le fait que la justice ou l'État ou la loi ou qu'un tiers en général interviennent sur leur comportement paternel, sur leur façon d'agir. Par exemple, c'est scandaleux qu'il y ait une loi sur les fessées, par exemple, qui interdise les châtiments corporels. Bon, ça c'est une position qui a été assez largement partagée par l'opinion publique d'ailleurs. Enfin, les gens n'aiment pas l'idée qu'on intervienne dans leur famille, dans leur rôle de parent et tout. Mais il y a cette scène où vous racontez que ce père, il est venu avec son fils. Il dit « Oui, moi, j'ai jamais violenté mes enfants. Mais bon, parfois, quand même, une fessée, ça n'a jamais tué personne. » Et il y a son fils qui dit « Ah bah oui, mais bon, tu nous as aussi mis des coups de pied dans le derrière, des bleus sur les bras, etc. » Et là, tout le monde rigole. Comment vous l'avez analysé? Comment vous avez réagi face à ça? Alors, j'ai pas réagi parce que j'avais fait le choix de garder une position complètement extérieure pendant ces observations-là. Donc, j'intervenais le moins possible, c'est-à-dire que j'intervenais pas, sauf si j'étais explicitement sollicité. Mais c'était effectivement glaçant. Et donc là, c'est la seule fois où il y a un jeune enfant en âge de parler, etc., qui était présent pendant une des permanences. Et c'était vraiment criant de contradiction et de violence, mais de contradiction par rapport au discours qui était tenu par le père. C'est-à-dire moi, j'ai jamais violenté mes enfants. Et donc, le fils qui est présent qui dit « Ah bah, en fait, si ». Et à ce moment-là, le père lui met la main sur la bouche et lui dit « Tais-toi, tu mens, c'est pas bien de mentir, il y a du monde, alors il y a des adultes, alors tu te tais, tu parles pas, t'es un menteur ». Et hop, fin de l'interaction. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est très révélateur sur le rapport à la violence de ce père-là, en l'occurrence. Et effectivement, absence complète de réaction, absence complète de problématisation de la part des militants présents, mais aussi de la part des autres pères. Et ça, c'est la seule fois où j'ai vu ça à propos des violences sur les enfants. Mais par contre, en ce qui concerne les violences conjugales, c'est vraiment un des fondements de ces groupes-là. C'est une invisibilisation, absence de problématisation totale des scènes qui sont racontées et qui relèvent clairement de la violence conjugale, de la violence intrafamiliale en général. C'est-à-dire, par exemple ? C'est-à-dire, par exemple, des pères qui disent ah ouais, bah moi, elle a porté plainte contre moi pour violence conjugale. Alors, systématiquement, le réflexe des militants, c'est de dire ah bah elles font tout ça, c'est le coup classique, c'est le déroulé classique de la procédure. Elles essayent de prendre la garde. Ensuite, elles accusent de violence conjugale. Et si ça marche pas, elles accusent d'attouchement sur les enfants. Donc avec l'idée que les femmes mentent, les femmes portent plainte pour le plaisir. Évidemment. Les femmes... pour nuire aux hommes. Et donc c'est ça l'idée sous-jacente et qui... en creux, part du principe que la violence conjugale n'existe pas, que les pères ne sont pas violents avec leurs femmes ni avec leurs enfants et n'exercent pas de violence sexuelle sur leurs enfants. Et il y a aussi des moments où des pères racontent des scènes où ils ont violenté leur femme, alors ils disent c'était juste une claque, ou alors je l'ai juste un peu poussé, ou je l'ai juste un peu secoué, etc. Et c'est absolument jamais relevé. Et il y a même de la complicité qui se noue autour de ça, et il y a vraiment une banalisation
et une invisibilisation totale de ces récits-là comme relevant de la violence conjugale ou de la violence intrafamiliale. C'est-à-dire quand vous dites qu'il y a de la complicité, ça ressemble à quoi ? Eh ben, notamment la banalisation, là, en disant « Ah bah oui, elles font tout ça » ou « Ah oui, la mienne, elle m'a fait pareil » ou « Ah, si on les écoute, nous ici, on est tous des violeurs », voilà, ce genre de choses. En général, en fait, ces récits-là sont soit absolument pas relevés, soit la faute est renvoyée aux ex-conjointes. C'est-à-dire, ah bah oui, mais là, ouais, elle a provoqué, ou ah bah, à mon avis, elle est complètement folle, ou ce genre de choses. Si ils passent leur temps à dire qu'ils veulent maintenir le lien, que c'est très important que le lien soit maintenu entre les pères et les enfants, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, maintenir le lien ? Ça veut dire voir leurs enfants quand ils le souhaitent. Ça veut dire disposer du temps de responsabilité légale de leurs enfants autant qu'ils le souhaitent. Et en fait, je peux pas vraiment vous en dire plus parce qu'ils en disent pas plus. Il y a pas d'éléments concrets sur ce que c'est que maintenir le lien avec leurs enfants. C'est quasiment jamais abordé. La nature de la relation avec leurs enfants, elle fait pas l'objet de discussion. Par contre, un des éléments qui est très intéressant, c'est que ils se considèrent tous comme ayant participé au moment où le couple était encore uni aux tâches domestiques et aux tâches d'éducation des enfants, à la prise en charge des enfants, etc. Donc ils vont dire j'étais super investi, j'en faisais même plus que madame. Ouais, ça arrive qu'il y en ait qui aillent jusque-là en disant je me suis même plus occupé des enfants que mon ex-femme, etc. Et donc là, en entretien, moi, je leur posais des questions sur leurs pratiques concrètes, sur comment ça s'organisait leur vie, etc. Et donc, en général, ils sont assez bavards sur ce qu'ils faisaient, comment ils prenaient en charge les enfants, ce qu'ils faisaient dans le couple, ce que madame faisait pas et donc ils étaient obligés de faire, etc. Mais aussi, je posais des questions plus concrètes sur l'organisation du temps, qui travaillait comment, etc. Et donc, en fait, dans une bonne partie des cas, la mère était en congé maternité ou ne travaillait pas à ce moment-là, etc. Donc était disponible à plein temps pour prendre en charge les enfants et les pères travaillaient à plein temps. Donc matériellement, c'est impossible qu'ils se soient occupés des enfants autant que madame, voire plus que madame, comme ils disent. Parce que du coup, ils parlent de leur ex-conjointe en disant madame, très souvent. Et oui, comme on fait dans les procédures judiciaires. C'est le vocabulaire des juges et des avocats. Mais donc, il y a vraiment une perception complètement biaisée de ce qu'est concrètement prendre en charge un enfant et qui est limitée à ce que les pères faisaient avant la séparation. Et donc, comme prendre en charge un enfant, ils considèrent que c'est ce qu'ils faisaient avant la séparation, et ben ils se sentent complètement aptes, légitimes et prêts à le faire après la séparation. Mais vous avez aussi vu des cas de pères qui ont effectivement une résidence alternée, et là leur discours change. Ouais, là leur discours change parce qu'ils se retrouvent confrontés à la pleine étendue de ce qu'est le fait de prendre en charge un enfant. Et donc, effectivement, ils disent « Ah bah ouais, c'était dur au début, quoi. Il a fallu vraiment que je fasse plein d'ajustements, que je retombe sur mes pattes, tout ça. » Et par ailleurs, ça ne les empêche pas d'avoir recours à des nounous, à une nouvelle conjointe qui prend en charge une partie de ce travail-là, les grands-parents des enfants qui interviennent aussi beaucoup, etc. Donc à déléguer la prise en charge à des tiers, et souvent des tiers féminins. Mais effectivement, les pères qui se retrouvent réellement confrontés à la prise en charge des enfants dans le cadre d'une résidence alternée, ils disent que ça a été très dur au début, quoi. En fait, après, à la fin de votre thèse, je me suis dit, mais si on est un père vraiment en difficulté, qu'on veut sincèrement s'occuper plus de ses enfants, qu'on a un vrai problème, en fait, un conflit, on peut imaginer que ça existe parfois, que c'est pas la majorité des cas, que, il peut y avoir des problèmes interindividuels. Je veux dire, il n'est pas question de faire de l'angélisme, de dire que toutes les mères sont absolument exemplaires, il y a quand même... Ni que la justice ne fait jamais d'erreur, etc. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais sauf que, en fait, je me dis, quand on est un père dans cette situation-là, du coup, on va où ? Et qu'on n'a pas envie, qu'on est un père féministe, disons, dans cette configuration-là, où est-ce qu'on va ? En fait, si on va dans des assos comme ça, on se retrouve direct confronté à un cadre de pensée super masculiniste, misogyne, Un des éléments de réponse, c'est que quand même, dans 93% des cas, à la justice aux affaires familiales, les demandes des pères sont satisfaites. Donc, c'est vrai qu'il reste 7% dans lesquels les demandes ne sont pas satisfaites, mais
en termes de probabilité, il y a quand même de grandes chances d'obtenir gain de cause face à la justice. Donc si c'est pas ça... pendant une procédure, quoi. Pas forcément face à la justice, mais pendant une procédure. Donc en fait, si on résume, si en fait ce n'est qu'un prétexte, ces histoires de « je veux voir plus mes enfants », au fond, ces associations-là, elles servent d'abord à quoi, en fait ? C'est quoi leur motivation profonde ? Pour moi, elles servent d'abord à maintenir l'ordre patriarcal entre les sexes, à perpétuer l'oppression des femmes par les hommes et à assurer la liberté de choix et d'action des hommes, tout en proposant une espèce de relecture de ce qu'est la paternité, etc., qui permettent de donner une image favorable des hommes actuellement. C'est vraiment cette idée qui est très bien exprimée par le concept de nouveau père, qui est un concept qui existe depuis les années 80, alors que la répartition du temps de prise en charge des enfants et des tâches domestiques n'a pas évolué depuis, ou très peu, très marginalement. Depuis les années 80, on nous dit que ça y est, les nouveaux pères sont arrivés et que tous les pères sont des nouveaux pères investis dans la paternité, etc. Ça, je pense que la diffusion de ce genre de concepts et d'idées est le fruit du mouvement masculiniste, et notamment des associations pour les droits des pères, qui du coup produisent un discours qui permet de valoriser l'image des pères, sans que les pères aient besoin de changer leurs pratiques. Et pour terminer, quelle est l'œuvre d'art que vous voulez recommander aux auditeurs, aux auditrices, aux auditrices ? Alors, je recommande le livre « Vivre ma vie », l'autobiographie d'Emma Goldman, qui est paru aux éditions L'Échappée. Énorme, là, qui fait 1200 pages. Qui fait 1200 pages, ouais. L'énorme bouquin rouge qui pèse 8 kilos. Tout à fait. Ok. Qui est pas très pratique à lire en vacances, mais qui est vraiment très très bien, qui est très très intéressant, qui pose plein de questions, et voilà, qui est très très bien. Ok, super. Merci beaucoup Édouard Leport. Merci beaucoup. Merci à Édouard Leport pour son travail. Et comme d'habitude, toutes les sources des chiffres et des études citées pendant cette conversation sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Solène Moulin a réalisé cet épisode, Camille Regache produit Les Couilles sur la table, Naomi Titi s'occupe de l'édition et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. J'espère que cet épisode vous aura interrogé, vous aura plu. Et comme toujours, je suis très curieuse de vos réactions sur les réseaux sociaux et des messages que vous m'écrivez à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute.